Bonjour à tous, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui c'est une présentation de jeu de cartes oracle. Je vous présente l'Oracle des Bardes de Marie-Noël Anderson, illustré par Célia Melville. Donc c'est un jeu de 36 cartes qui est publié par les éditions Contredire et il est au prix de 28 euros. Voilà, donc on a un jeu qui arrive dans un grand coffret. Donc c'est un coffret à peu près de la même taille que les jeux de cartes de tarot grand modèle, ou alors que les derniers jeux publiés par Kana Sakra comme l'oracle d'Amaham, ou alors l'oracle de la déesse sombre par exemple. Voilà. Donc on a vraiment un gros coffret ici, hein. Donc au niveau des illustrations, j'aime vraiment beaucoup ce que fait Célia Melville. Donc voilà, dès le coffret, on a quelque chose de très joli. Alors, donc on a des effets un petit peu de surbrillance à l'arrière pour les cartes. Et puis sur la boîte aussi, donc voilà, c'est assez sympa. On a une boîte avec un fini mat. Alors, ici, on nous dit: les bardes celtes nous invitent à un voyage spirituel à travers 36 mythes dispensant sagesse et connaissances que nos ancêtres racontaient au coin du feu pour égayer les longues soirées d'hiver. Ces histoires captivantes sont autant de scénarios qui font écho à des épreuves de notre vie. Si certaines ont des fins heureuses, d'autres tournent mal. Le cas échéant, faire bon usage de notre libre arbitre nous permettra de retourner la situation. Les 36 cartes superbement illustrées de cet oracle singularisent chacun de ces mythes. Grâce au livre de 272 pages, vous découvrirez l'histoire et les légendes des bardes, leur universalité et leur intemporalité. Vous pourrez également approfondir la signification de chaque mythe grâce à la description de la personnalité lui correspondant, le défi à transcender qui lui est rattaché et sa structure. Enfin, dans le respect de la tradition celte, un arbre est assigné à chaque mythe dont la symbolique apporte un ultime éclairage utile au processus. Et ensuite, on a une petite présentation donc, de Marie-Noël Anderson et de Célia Melville. Donc Marie-Noël Anderson qui est chamane et conteuse, qui est auteure de plusieurs ouvrages. Et puis Célia Melville, donc, qui est une créatrice et illustratrice de jeux de cartes oracle et qui a également une chaîne YouTube, voilà, et qui est thérapeute également. Voilà, donc on ouvre. Donc on a un joli coffret avec une palette assez tendre. Ici, on a une couleur un peu mint, vous voyez, menthe à l'eau. On a un petit sachet satiné argenté pour ranger les cartes. Et ici, nous avons donc le livre, hein, puisque là, on ne peut pas vraiment parler de livret, parce que c'est vraiment quelque chose de conséquent. Voilà. Alors, donc le livre, j'y reviendrai dessus tout à l'heure, parce qu'il est assez complet. Vous allez voir, c'est pas un petit oracle où on va faire un tirage vite fait. Ça prend quand même du temps de tout aller explorer dans la signification des cartes. Donc je vous recommande d'avoir le temps de vous poser quand vous faites un tirage avec ce jeu. Donc voilà, là j'ai sorti les cartes de leur petit pochet. Alors au niveau des cartes, on a une tranche argentée. Je les tiens à l'endroit quand même. Et le dos est comme ceci. Donc on est sur une finition brillante comme vous pouvez le voir. Et donc j'aime beaucoup l'arrière-plan de ce dos. Par contre, je n'aime pas beaucoup le symbole ici. Je crois que c'est le triskel. Je n'aime pas la manière dont il est intégré sur la carte. Au départ, j'ai suivi toutes les vidéos qu'a fait Célia Melville au cours de l'élaboration de ses illustrations. Et donc, elle avait une illustration pour le dos comme ceci, avec ce type de fond. Et elle avait effectivement représenté un triskel, mais qui était beaucoup plus fondu dans le décor, qui sautait moins aux yeux. Et voilà, je trouvais que ça allait beaucoup mieux avec le reste de l'illustration que celui-ci qui fait un petit peu grossièrement collé là au milieu. Voilà, je trouve que c'est dommage que
les éditeurs ne lui aient pas fait confiance sur ce dos de carte, parce que je trouvais que ce qu'elle avait proposé était plus élégant que ça. Après, peut-être qu'ils se sont dit, c'est un oracle des bardes, c'est celte, il faut y aller à fond sur la touche celtique. On met un gros triskel en plein milieu pour qu'on reconnaisse bien. Voilà, peut-être que c'est ça, mais je trouve que ce qu'elle avait fait était plus en finesse et plus joli. Voilà, donc c'est un petit regret pour moi de ne pas retrouver le dos qu'elle avait créé. Alors, on va regarder les cartes. Donc au niveau du format, hein, c'est le format classique de carte oracle de chez Vega, Contredire, Trait Daniel, etc. Donc assez large, un format intéressant. On voit bien les images, il n'y a pas de bordure. En bas, il y a juste une petite bande de couleur qui va reprendre la couleur principale du bas de la carte. Donc ça se fond très bien. Donc là, elles ne sont pas classées dans l'ordre parce que c'est un jeu que j'ai utilisé. Mais peut-être que ça vous permettra de le découvrir autrement. Donc, alors, la couronne hyperboréenne. Donc à chaque fois, on a un petit numéro ici, le nom de la carte et puis noisetier par exemple ici, donc l'arbre qui est associé. Alors au niveau de la police d'écriture, j'aime beaucoup la police qui est utilisée pour le titre des cartes, pour le nom de l'arbre aussi. Par contre, je n'aime pas trop la police d'écriture utilisée pour les chiffres. C'est pas toujours très lisible au niveau des chiffres. Et puis il faut avoir de bons yeux parce que même moi qui vois bien, je trouve que c'est écrit un petit peu petit au niveau du nombre. Voilà, c'est le seul petit reproche que j'aurais à faire là-dessus. Alors, on va regarder les cartes. Voilà. Le signe. Alors, je vais voir si je peux pas plutôt les mettre comme ça. On verra peut-être mieux. Et je vais grossir un petit peu avec le zoom. Voilà. Je vais venir les replacer ici. Voilà. Je pense qu'on verra mieux. Je vais retirer ça. Hein, un petit moment et je le remettrai après. Voilà. On fasse les choses bien. Donc la princesse enchaînée avec le poirier. Le petit cheval, donc j'aime beaucoup les couleurs de cette carte. J'aime beaucoup aussi la fluidité dans le mouvement, c'est très joli. Avec le cyprès. Le corbeau avec le genévrier. Voilà, je la trouve très sympa. La baleine avec le châtaignier. Le bouvier avec le micocoulier. Donc c'est un arbre que je ne connais pas. Le petit chien avec le noyer. J'aime beaucoup la palette de couleurs qu'elle a utilisée dans ce jeu avec tous ces bleus et ces verts assez clairs comme ça rend vraiment très bien. Je trouve que c'est vraiment très joli. Voilà, je regarde un tout petit peu plus dessus. Alors, le roi avec le sureau. Donc, les cartes glissent bien, hein, vous pouvez vous en rendre compte. Alors, le dragon avec le cornouiller. Donc je sais qu'elle a quelques regrets par rapport au rendu de certaines cartes qu'elle trouve trop foncées par rapport à ses illustrations d'origine, mais je pense que c'est vraiment lié à la finition vernie parce que les cartes sont un peu plus claires au niveau du rendu du livret. Le loup avec l'aulne. Le cheval ailé avec le néflier. L'aigle avec le frêne. Le héros solaire avec l'épicéa. Alors celle-ci, je la trouve vraiment super comme carte. Je trouve qu'elle a un impact visuel. Elle ressort vraiment. C'est une carte qui m'a beaucoup frappée dans le jeu. Je la trouve très sympa. Alors ici, nous avons le fleuve de vie, tout en douceur avec le tilleul. Avec beaucoup de symboles. On a un serpent qui peut-être représente les méandres du fleuve. On a un œuf, on a
ce qui pourrait être Gaïa ou une déesse équivalente. Alors ensuite, la reine avec l'orme. Le centaure avec le cognacier. On a une constellation également ici, la constellation du centaure. La couronne australe avec l'aubépine. La lyre avec le charme. La petite ours avec le sapin. Je la trouve très très belle cette carte, elle me plaît beaucoup. Il y a beaucoup de douceur dedans. La flèche avec le prunier. Le grand chien avec le figuier. Le chasseur avec le cerisier. Le cocher avec le gui. Le serpent avec le bouleau. Le chaudron avec le sorbier. Alors celle-ci, elle est aussi... elle me rappelle un peu le héros solaire au niveau des couleurs et du dynamisme de la carte. J'aime bien. L'homme serpent avec le pain. L'hydre avec le saule. Le poisson austral avec l'érable. Le dauphin avec le mélèze. Le héros terrestre avec le peuplier. Le triangle avec le chêne, pardon. Celle-ci, je la trouve vraiment très très jolie comme carte. J'adore les couleurs. Le lièvre avec le hêtre. Là aussi, j'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup comme ça les étoiles là, voilà, autour de la lune. Voilà, je la trouve très jolie. L'autel qu'on retrouve sur la boîte et sur le livre. Donc une belle carte aussi, très lumineuse avec de belles couleurs. Le vaisseau avec l'if. Celle-ci aussi, je la trouve très sympa. Et la grande ours avec le marronnier. Voilà. Donc on a fait le tour des cartes. Donc toutes ces cartes présentent et racontent différents mythes. Alors il peut y avoir plusieurs fois le même mythe, mais raconté par un personnage différent. Donc des fois il y a des petits échos qui se font d'une carte à l'autre. Et c'est plutôt sympa. Donc à ce niveau-là, ça permet aussi de voir peut-être que une situation peut être abordée de manière différente. Alors, hop, on va remettre en 1. Voilà. Voilà. Alors maintenant, on va regarder un petit peu le livre. Et puis on finira avec un tirage. On prendra une carte pour voir le type de message que l'on peut avoir. Mais vous verrez, c'est assez long. Donc c'est pas un tirage qu'on peut faire vite fait avant de partir. Ou voilà, si on veut utiliser le livre, il faut avoir le temps de se poser. Donc on a un livre tout en couleur. Une table des matières. Donc ensuite ici dans cette deuxième partie de la table des matières, vous avez les cartes avec leur nom, leur numéro et la page associée, ce qui peut vous permettre de faire une recherche un peu plus rapide dans le livre, puisque c'est un livre
voilà, qui est assez épais, donc c'est pas mal que ce soit bien facile à trouver au début, ça, cette table des matières, et qu'on ait toutes les cartes qui soient répertoriées dedans pour gagner un petit peu de temps ensuite. Alors ici, donc on a une section mythes et mémoire, donc ici finalement c'est un petit peu le mythe de création de la Terre selon les Celtes, donc ça m'a rappelé aussi un petit peu finalement les mythes de création des comment dire, des divinités nordiques. Voilà, donc il y a des choses qui se recoupent. Donc, et puis voilà, elle parle de certains principes aussi qui se recoupent dans ce mythe de création-là avec d'autres expériences à travers le monde, des symboles qu'on retrouve dans de nombreuses religions, de nombreuses cultures. Et j'ai trouvé que c'était assez sympa parce que du coup, même si on est dans l'univers des Celtes, et ben, il va y avoir un côté assez universel à cette proposition, ou en tout cas, voilà, on retrouve des choses assez universelles dedans tout de même. Alors ensuite, ici, on nous parle des ancêtres, euh, tout simplement de leur voyage, de la manière dont ils décryptaient les signes, etc. Ensuite, on nous parle de l'école des arbres, donc les arbres qui servent d'axe du monde, les arbres qui sont considérés comme des enseignants dans de nombreuses cultures, hein. Les arbres ont une place importante. Et donc là aussi, ça revient un petit peu sur le côté universel de l'arbre qui est utilisé dans la culture celtique. Ensuite, ici, on a une sorte de liste de commandements qu'on peut appliquer. Ils sont plus faciles à dire qu'à faire, certains, au quotidien, mais voilà, c'est de beaux principes. Ensuite, ici, l'histoire soleil, lune, combat, fusion, partenariat. Voilà, on va avoir le côté aussi masculin, féminin, beaucoup qui s'exprime à travers cette partie-là. Et puis ensuite ici, l'oracle des bardes. Donc là, on a la présentation à proprement parler de l'oracle, avec des propositions de tirage. Donc par exemple, l'ici et maintenant, donc c'est la carte du jour. Et donc on a une proposition de tirage qu'elle avait donné, enfin elle donne un exemple de tirage qu'elle avait fait pour quelqu'un avec cet oracle et comment ça va venir répondre à la question de la personne ou faire écho à sa situation. Donc ensuite on a les trois acteurs, donc le conscient, l'inconscient et le soi. Donc vous verrez dans le livret que voilà, il y a beaucoup l'aspect psychologique qui entre en jeu avec cet oracle. Mais c'est pas quelque chose de très évident à aborder, je trouve. Donc là, pareil, exemple de tirage avec une situation d'un de ses consultants. Et le grand temps, donc pour les leçons karmiques, donc avec passé, présent, futur, en 3 cartes, avec encore une fois un exemple concret. Et ensuite, donc on a la deuxième partie, donc avec l'interprétation des cartes. Donc pour chaque carte, on va retrouver une illustration couleur en pleine page. Ensuite, le mythe, donc raconté selon la version du personnage. La personnalité qui est mise en avant à travers ce mythe, à travers ce personnage. Donc en termes un petit peu d'archétype. Et puis ici, la partie qu'on appelle structure, ça va être par rapport aux dimensions psychologiques, donc le soi, le conscient, l'inconscient, etc., le masculin, le féminin. Voilà, cette partie-là, et puis au-dessus, le défi. La partie de la structure, je la trouve assez compliquée. Moi qui n'ai pas vraiment de notion en psychologie, je la trouve pas évidente à appréhender. Voilà. Et ensuite, le sureau, donc voilà, un petit éclairage par rapport à ce que représente cet arbre. Et ça, je trouve ça assez sympa. Pour moi, si vous voulez aller vite et que vous ne voulez pas utiliser tout ce qui est dans le livret,
ce qui est pas mal, c'est de lire le conte, lire la légende, et puis lire le message de l'arbre et voir comment ça fait écho directement avec ce que vous aviez posé comme question. Mais après, bon, c'est vrai que c'est intéressant de tout lire, parce que voilà, il y a beaucoup de choses sur sur la personnalité, c'est intéressant. Après, voilà, défi structure, défi, voilà, pourquoi pas, quand c'est en blocage. Mais structure, c'est vrai que c'est le passage, je pense, le plus compliqué du livre. Voilà. Donc, vous voyez, même sur l'arbre, hein, on a des choses, c'est assez long. Hein. Donc, voilà. Là, on va compter, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quasiment 8 pages par carte. Donc c'est ce que je vous disais, c'est pas un petit oracle où on va faire un petit tirage vite fait sans... Voilà, et puis aller travailler ou faire autre chose. Il faut avoir le temps de se poser vraiment pour faire les tirages. Voilà. Mais après, du coup, c'est vrai que c'est un outil assez complet, assez développé. Et par contre, je trouve ça très sympa le côté conte au départ, parce que ça aide à s'approprier quand même le sens des cartes. Donc évidemment, il va falloir soit lire tout le livret, soit tomber sur toutes les cartes pour pouvoir voilà, connaître l'ensemble des contes. Mais une fois qu'on l'a lu, je trouve que quand même, voilà, si on a une bonne mémoire, si c'est un oracle qu'on utilise assez souvent, ça devrait permettre de gagner du temps par la suite pour faire les tirages. Mais en tout cas, c'est sûr et certain, c'est un oracle qui va demander quand même pas mal d'investissement au niveau de temps, celui-ci. C'est pas un petit oracle comme ça où on va tirer une carte, hop hop hop, c'est bon, on a ce qu'on avait à savoir pour la journée. Ça demande quand même voilà, une forme d'étude, d'apprentissage pour pouvoir bien l'utiliser, pour pouvoir bien l'intégrer, le mémoriser, etc. Alors, on va battre les cartes et puis on va prendre une carte qui pourrait nous parler à tous aujourd'hui et puis à vous qui regarderez cette vidéo, peu importe le moment où vous la regarderez. Hein. Voilà, c'est le message que vous adresse cet oracle. Le conseil qui vous est adressé. Alors. Voilà, donc vous voyez les grandes cartes oracle. Moi j'ai vraiment des petites mains parce que je suis vraiment pas très grande et du coup c'est pas le format le plus facile à brasser pour moi, mais bon c'est un format qui est quand même tout à fait classique, hein, qu'on retrouve dans quasiment tous les jeux de cartes oracle. Alors, donc on va couper. On va étaler le jeu. Donc ça c'est vraiment très joli quand c'est étalé. J'aime beaucoup. Et on va prendre une carte au hasard. En se laissant guider. Allez, c'est celle-ci. Donc nous avons le poisson austral avec l'érable. Voilà, c'est la carte numéro 31. Alors je vais la laisser ici pendant que je vais aller dans le livret la rechercher. Donc la carte 31, c'est la page 229 pour le début. Et donc on va lire l'ensemble. Donc vous allez voir, hein, on va voir beaucoup de choses. Hein. Préparez-vous, c'est assez long. Alors, donc je vais vous laisser en gros plan peut-être. Voilà, sur le poisson. Alors, le poisson austral, érable. La guerre entre l'amour et la haine était si vieille qu'on pourrait presque dire qu'elle était éternelle, née au même moment que le temps. C'est à cause de cette guerre
que Glyn, le dieu de l'amour, dut un jour se métamorphoser en poisson austral. Voici comment cela arriva. Glyn était passé maître dans l'organisation de fêtes orgiaques. Les rêves techno et autres ne sont que de pâles reflets dégénérés à côté des célébrations de Glyn. C'était un privilège d'y être invité et on venait de très loin. Un jour où il y avait justement convié les dieux, les déesses, les hommes et les femmes à une petite orgie toute simple au bord de la mer, le dieu de la jalousie entendit au loin les flonflons de la fête. Furieux de ne pas avoir été convoqué, il décida de se venger. Séance tenante, il se transforma en raz-de-marée et envahit la plage. Instantanément, la fête ne fut plus que panique générale, débandade et cris d'horreur. Les mortels, qui disposaient de bien peu de moyens, périrent tous. Quant aux dieux et déesses, ils se transformèrent en toute allure en oiseaux, en poissons ou en autres animaux aquatiques divers. Glyn, métamorphosé en poisson austral, se réfugia tout au fond de l'océan, là où rien ni personne ne pouvait l'atteindre, en attendant que le calme revienne. Il se reposait de tous ces ébats fougueux, des libations et des festins. Alors, on aborde la partie personnalité. Le poisson austral peut être d'humeur extrêmement changeante. Il est presque impossible de déceler ce qui le fait passer d'un état à un autre. De façon générale, lorsqu'il est entouré d'amis, de gens avec qui il se sent à l'aise, il est un vrai bout en train. Les fêtes qu'il organise s'inscrivent dans l'histoire. Par contre, lorsqu'il n'a vraiment pas envie de partager, il ne fait pas le moindre effort et s'isole totalement. Le poisson austral aime tellement la vie qu'il passe aisément d'une fête à l'autre, d'un plaisir à l'autre, quand il le peut. Ce poisson-là a un talent incroyable pour déléguer toutes les tâches ingrates et ennuyeuses à son conjoint ou à ses amis. Avec son charme, il est difficile de résister et il aurait sans doute tort de se fatiguer. Cependant, à force de dédramatiser à outrance, avec une nonchalance perpétuelle, il risque de devenir très superficiel et même irresponsable. Sa stratégie habituelle est le qui tout double. En général, il sort gagnant, mais le jour où la chance tourne, il ne comprend plus ce qui lui arrive et perd complètement pied. S'il se réveille un matin en ayant l'impression d'avoir tout raté, de n'avoir rien construit dans sa vie, il va tomber dans une sombre dépression. Il n'aura plus envie de voir personne et s'isolera complètement du monde, jusqu'à ce qu'il retrouve au fond de lui le goût et la joie de vivre. Alors, au niveau du défi. Bon nageur, le poisson austral manque souvent de prise de terre, autrement dit de sens des réalités. Et pourquoi en aurait-il davantage, puisqu'il s'en tire toujours? Très versatile dans tous les domaines, il ne pense pas aux conséquences de ses actions, si bien qu'il se retrouve parfois en mauvaise posture, même légalement. Il choisit alors le maquis sous forme d'un espace physique ou psychique où personne ne peut le trouver. Si le poisson austral réussit à mettre un petit peu de plomb dans sa cervelle et dans ses semelles, il verra que non seulement il réussit à construire des œuvres encore plus immortelles que ses fêtes, et qu'en plus, il ne doit même pas renoncer à s'amuser, au contraire. Il a la capacité d'exprimer des idées et des idéaux avec un tel enthousiasme qu'il peut être un excellent catalyseur, grâce à qui une réalisation concrète peut aboutir sans peine. Alors, au niveau de la structure, Glyn donc, représente le soi. Alors, Glyn échappe au démon de la jalousie, donc, qui représente le conscient ou l'ego, en se transformant en poisson austral, donc, qui est la forme inconsciente. Au début, il y a harmonie entre les dieux, donc le soi, et les mortels, l'inconscient. Cette harmonie est exhibée. L'ego, sous forme de dieu de la jalousie, provoque une rupture. Pour se mettre à l'abri, le soi se cache dans l'inconscient. L'harmonie ne peut pas toujours être montrée. Trop de bonheur dérange ceux qui ne réussissent pas à en avoir autant. Il est nécessaire de soigner l'emballage pour ne pas provoquer l'ego. Un peu de pudeur au bon moment n'est pas une démission, mais une protection. Lorsque l'ego intervient pour détruire l'harmonie, une autre tactique consiste à lui faire croire qu'il a bien raison, que cette harmonie n'était qu'apparente et qu'en fin de compte, il est le maître.
C'est une stratégie de leurre efficace à laquelle l'ego se laisse toujours prendre. Voilà. Et ensuite, on a la leçon de l'arbre avec l'érable. L'érable à sucre, d'un rouge somptueux en automne, a donné sa feuille au Canada, qu'il a placée au centre de son drapeau. Le sirop d'érable est très répandu en Amérique du Nord, où les Indiens connaissaient ses vertus depuis fort longtemps. Il est utilisé comme un ingrédient dans de nombreuses recettes, ainsi que dans la fameuse cure de sirop d'érable. Sociable comme le poisson austral, l'érable, qu'il soit rouge, blanc ou champêtre, croît dans les forêts de feuillus. Il peut atteindre plus de 30 mètres de hauteur. Son bois est très prisé en ébénisterie et sert aussi à la fabrication d'instruments de musique. Les fruits de l'érable sont garnis d'une paire d'ailes que les enfants adorent se coller sur le nez pour s'amuser. Voilà, donc on retrouve le côté festif de l'érable au niveau de l'arbre, que ce soit dans ce qu'il prodigue pour faire des recettes réconfortantes, etc. Ou le côté aussi fédérateur, avec le symbole pour le Canada. Et puis le côté festif, ludique, avec ces petits fruits, là, les petits hélicoptères qu'on connaît tous, avec qui on s'est fait des cornes de rhinocéros sur le nez quand on était petit. Voilà. Donc c'est le type de message que l'on peut avoir avec ce jeu pour chaque carte. Et donc voilà, j'espère que ça vous a permis de vous faire une opinion de ce jeu. Donc moi je l'ai trouvé intéressant. Mais c'est vrai que voilà, je ne vais pas l'utiliser, je pense tout de suite du coup en tirage pour les autres. J'ai fait le tirage des énergies avec, mais je me suis très vite rendu compte que c'était pas évident tant que je l'avais pas bossé. Donc voilà, je vais prendre le temps de l'utiliser tranquillement pour me faire des tirages pour moi. Et puis une fois que je l'aurai bien bossé, que j'aurai bien lu un petit peu l'ensemble des mythes, eh bien je pense que voilà, je pourrais m'en servir pour les autres. Mais voilà, c'est vrai que c'est un jeu qui va demander du travail et un temps d'appropriation peut-être un petit peu plus important que pas mal d'oracles publiés comme ça en mass market. Voilà. Je vous remercie et j'espère que vous avez apprécié cette présentation et je vous dis à bientôt pour d'autres présentations de jeux. Donc le prochain que je vous présenterai, c'est Libération énergétique d'Isabelle Serre. Voilà. Bisous à tous. Bye bye.